Bonjour, je suis Monsieur Dupont. Je suis le papa d'un garçon de 12 ans, il s'appelle Tom. Il a D'accord. été diagnostiqué TSA Asperger. Je vous appelle, j'ai quelques questions. Actuellement, je suis en train de renouveler son dossier MDPH. Oui, alors juste, vous êtes bien au centre ressources autisme. Bonjour monsieur, je vous écoute. Bonjour. Allez-y. En fait, c'est assez long et compliqué hein, à Allez-y, je expliquer vous comme écoute. histoire. Mon fils, donc Tom, en fait, il est suivi par des professionnels en libéral actuellement. Oui, Orthophoniste, psychomotricien, psychologue, et malheureusement, la psychologue, elle va déménager d'ici d'accord. quelques mois. Alors j'anticipe un petit peu avec ma femme, on essaie de trouver des solutions. Je voudrais surtout pas que sa prise en charge s'arrête, alors j'en profite, vu que je vous ai au téléphone. Oui, On pensait aussi, parce que c'est ma femme hein, qui devait vous parler de ça, et elle voulait passer l'appel, mais en ce moment elle est vraiment trop fatiguée, elle a trop de choses à faire. d'accord. Vous habitez avec madame? Oui, oui, oui. D'accord. On est mariés, on a plusieurs enfants. Oui, Donc, on a un fils de 14 ans, une petite de 8 ans et Tom, hein, qui a d'accord. 12 ans. Ok. Et du coup, j'en profite aussi, je voudrais avoir des adresses d'associations pour... on m'a parlé de groupes d'habileté sociale, c'est Oui, ça? oui, tout à fait. Et ben voilà, parce que c'est un peu compliqué hein, à l'école. Donc Tom, aujourd'hui, en fait, il est scolarisé, c'est ça? Oui, il est scolarisé en... Oui, je vous l'ai même pas dit, il est scolarisé en classe de 6e D'accord. et ça se passe bien, hein. Mais il y a quand même beaucoup de stress et de la vigilance actuellement. Sa psychologue nous explique qu'au niveau des interactions sociales, c'est un petit peu compliqué. Et bon voilà, c'est un peu pour toutes ces données-là que je vous appelle ce matin. D'accord. Alors, si je reprends bien, donc Tom, 12 ans, il est rentré en sixième. Oui, À la maison, il a un grand frère, une petite sœur, son papa et sa maman. Et donc, j'entends que vous parlez de madame, là, elle ne se sentait pas de passer l'appel, c'est compliqué pour elle en ce moment, c'est ça? ben elle a réduit son temps de travail de moitié. En fait, je vous explique, c'est tellement de gestion au quotidien, D'accord. tellement compliqué que oui, d'un commun accord, elle a réduit son temps de travail. D'accord. Et c'est parce que du coup, vous me parliez d'accompagnement donc en libéral. Est-ce que vous avez un dossier MDPH? Oui, oui, oui. Euh, D'accord. on est en train de refaire, comme je vous disais, on est en train de refaire le dossier MDPH actuellement. Et il me semble que vous m'avez dit donc il y a une liste d'attente. Vous êtes inscrit sur une liste d'attente pour entrer en César, enfin pour que Tom rentre en César, c'est ça? C'est ça. Donc là, en attendant, il y a un accompagnement libéral. Et c'est à hauteur de combien de séances, pour que je me Euh, rende compte un peu? c'est à peu près 1 heure et demie pour l'orthophonie, 1 heure et demie pour la psychomote et 1 heure environ toutes les 2 semaines avec sa psychologue. D'accord. Et Et donc il y a un il est bien aménagement suivi. Ouais. de planning et c'est madame qui fait les conduites, c'est ça? C'est ça, elle est épuisée, Ouais. épuisée. Comme on disait hein, l'autre jour, elle voit presque plus de professionnels du médico-social que d'amis ou de famille. Moi, je culpabilise hein, parce que je passe ma vie au travail, mais c'est vrai que on se répartit quand même les tâches. On fait on fait ce qu'on peut, on fait de notre mieux pour tenir. D'accord. Donc j'entends votre inquiétude pour madame et j'ai l'impression que vous vous sentez un petit peu désemparé dans cette situation. Est-ce que vous avez l'occasion ou est-ce que vous avez l'occasion d'en parler à d'autres parents ou à des personnes, enfin voilà, est-ce que dans votre entourage c'est possible que Bah, vous puissiez en discuter de cette situation? comme je vous disais, il est entré en classe de 6e, alors c'est un petit peu tout nouveau pour lui et pour nous. Alors oui, il y a des parents d'autres enfants à l'école, donc on en parle entre nous, mais ben, ils ne rencontrent pas les mêmes difficultés qu'on rencontre avec Tom. Oui. Ah oui. Vous, Vous sentez qu'il y a un écart et vous ne vous sentez pas forcément compris par les autres parents de l'école. Mais je pensais aussi en termes de dans votre famille, est-ce que voilà, vous avez des ressources ou Euh, je, je pourrais vous expliquer un petit peu au niveau des ressources, je pourrais vous expliquer un petit peu une situation qui nous est arrivée. allez-y, je vous écoute. Pendant les fêtes de Noël, en fait, cette année, si vous voulez, avec le Covid, on ne s'est pas vu beaucoup. Ces derniers temps, avec la famille, on a organisé la fête de Noël chez nous. Alors, Tom était ravi hein, au début. Hein, puis, au cours de la soirée, il a reçu des petites figurines de dinosaures, parce que je ne vous ai pas dit, mais Tom,
il est vraiment passionné hein, par les dinosaures. Il est vraiment passionné en fait hein, par tout ce qui est période Crétacée. Enfin bref, hein, ça c'est son rayon. D'accord. Et bon, ben, sa tante lui a offert hein, toute une collection de petits dinosaures, mais malheureusement, ça respecte pas, c'était pas tout à fait fidèle à ce qu'il connaît au niveau des détails sur les dinosaures. Alors il lui a dit tout simplement que bah, c'était pas conforme. Hein, les détails sur ces petits animaux étaient pas conformes à ce qu'il existe en réalité. Et le problème, c'est qu'il a complètement vexé sa tante. Mais comprenez, il n'a pas fait exprès, lui, il racontait simplement la vérité. Et bon, Ah, vous ben, voulez dire qu'il a refusé le cadeau ou il lui a dit clairement que ça lui faisait pas plaisir? les 2, voilà, D'accord. et il lui a carrément expliqué ben, que c'était nul en fait. Hein. Et du coup, ben voilà, on a dû gérer en fait hein, derrière ses réactions. Et ce qui est vraiment compliqué, c'est qu'encore une fois, on nous a dit qu'il faisait un caprice. Ok. Et c'est vrai que là, la situation, elle a quand même un peu dégénéré. Et, malheureusement, ça a jeté encore un froid. D'accord. Donc au Puis, niveau de la famille, c'est peut-être un petit peu compliqué parce qu'il n'y a pas forcément une bonne compréhension des non, particularités de votre fils, de Tom? c'est ça, D'accord. c'est tout à fait ça. Au niveau du rythme à la maison, parce que là j'entendais qu'il y a du coup une histoire d'aménagement de planning par rapport aux différentes prises en charge en libéral. En termes de sorties, de loisirs, vous arrivez à trouver du temps en famille avec la sœur et le frère de Tom aussi? Comment ça se passe à ce niveau-là? Bien, ben vous avez mis le doigt aussi hein, sur quelque chose qui est très compliqué, c'est-à-dire que ben on doit, grâce à sa psychologue, on aménage beaucoup de choses à la maison et on aménage pas mal de choses en classe aussi. Oui, Mais les week-ends et les sorties, c'est vrai qu'on adapte par rapport aux besoins de Tom, que ce soit cinéma, parc de jeux, restaurant. Il est assez sélectif hein, au niveau de la nourriture, tout comme le bruit. On trouve des petites solutions comme le casque anti-bruit, on trouve d'autres solutions. Voilà, mais on en revient toujours au nerf de la guerre. Hein, c'est qu'on se dit, ben, ses frères et, son frère et sa sœur, ben, ils passent peut-être à côté de quelque chose aussi. d'accord. Et tout ça, avec ma femme, on en parle et c'est encore quelque chose, c'est un poids encore. On voudrait pas qu'ils soient responsables de tout ça. On a vraiment l'impression de leur consacrer pas suffisamment de temps. D'accord, parce que voilà, au-delà de votre recherche de groupe d'habileté sociale, hein, je pense que c'est votre psychologue qui vous a parlé de ça. Effectivement, moi, Oui, je peux vous orienter, il n'y a pas de souci là-dessus, mais j'entends quand même qu'il y a un certain impact sur votre vie par rapport au planning, par rapport à la fatigue peut-être aussi chez votre femme. Et puis alors, donc, au-delà de votre recherche, moi, je pense que vous avez besoin de soutien aussi en tant que parent. C'est un petit peu ce que j'entends dans votre discours là aujourd'hui. Je pense qu'il est important que vous ne restiez pas isolé. Alors, c'est facile à dire, hein, mais il va falloir aussi que vous trouviez du temps peut-être pour oui. avoir des ressources et pouvoir échanger avec d'autres personnes, d'autres parents, d'autres familles. Je ne sais pas si on vous a déjà parlé des actions de proches aidants, de groupes de parole, de ce type de choses. Est-ce que c'est quelque chose qu'on vous a évoqué déjà? Non, 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 on ne m'avait pas parlé de ça encore, non. D'accord, parce que ce sont des endroits où, alors je pense notamment au groupe de parole, hein, où vous pouvez D'accord. rencontrer, c'est pour ça que tout à l'heure je vous posais cette question, d'autres parents avec ce partage d'expérience. Ça peut être aussi l'occasion, au-delà de l'écoute et des échanges, hein, de s'échanger des astuces, peut-être, alors je vais le dire comme ça, des bonnes adresses par rapport aux particularités de Tom. J'entendais qu'il y a un casque, donc peut-être certaines sensibilités au niveau auditif. Voilà, puis par rapport à des loisirs adaptés, à ce genre de choses. Mhm. Donc moi, si vous le voulez bien, alors je peux vous proposer déjà d'une chose, c'est de vous recevoir avec madame, si elle arrive à se dégager un petit peu de temps, et peut-être que ça peut être intéressant aussi que vous preniez ce temps-là avec un professionnel du CRA. Et puis, je peux vous envoyer aussi des associations, des adresses d'associations qui peuvent proposer du soutien, donc soutien aux aidants. Nous, quand on parle d'aidants, on parle de la famille au sens large. J'ai aussi des actions pour les fratries, donc pour le frère et la sœur de Tom. Ça, on vous l'expliquera plus en détail. D'accord. Il y a tout un programme autour de ça qu'on fait, notamment au sein du CRA, mais il y a aussi des associations qui portent ce genre d'action. Ce sera l'occasion de vous présenter tout ça. Très bien. Si vous en êtes d'accord, je peux vous envoyer tout ça par mail et on reste disponible si madame aussi ressent le besoin de nous appeler. Bah, Voilà. merci Je beaucoup. vous propose de vous envoyer tout ça par mail, si vous êtes d'accord.
Bien, merci beaucoup pour cette scénette qui est évidemment une très bonne introduction à la présentation de Madame Bagdadli qui va avoir lieu donc en visioconférence dans un instant. Et donc Madame Bagdadli est professeure de médecine, chef du service de médecine psychologique pour enfants et adolescents du Centre hospitalier universitaire de Montpellier, coordinatrice du Centre ressources autisme Languedoc-Roussillon, chercheur au Centre de recherche en épidémiologie et santé des populations à Paris. Alors, elle va nous parler donc du stress et de l'épuisement des parents d'enfants avec TSA et quels accompagnements pour une meilleure qualité de vie. Eh bien, nous remercions beaucoup Madame Bagdadli de participer au 2e salon Happy Days. Elle répond donc à cette situation si fréquente et qui a été très bien présentée à l'instant, de stress et d'épuisement des parents que nous constatons lorsqu'ils s'adressent alors au CRA et aussi à notre association pour trouver des solutions aux multiples problèmes auxquels ils s'affrontent. En 2017, lors de la première session de nos Happy Days à Lille, Madame Amaria Bagdadli nous avait présenté les recommandations pour la pratique professionnelle du diagnostic de l'autisme, dont elle avait été rédactrice pour la Fédération française de psychiatrie et la Haute Autorité de santé. Ce travail a permis de contribuer à ce qu'aujourd'hui, nous percevions, donc au bout de ces 5 ans, une nette modification des approches diagnostiques et secondairement de l'accompagnement de la personne avec autisme sans déficit intellectuel. Ces travaux actuels, basés sur des observations scientifiques à l'aide de cohortes randomisées, se sont orientés notamment vers la mise en œuvre de programmes d'éducation thérapeutique pour les parents d'enfants avec troubles du spectre autistique, qui a permis donc la publication d'un livre chez Masson. En tenant compte de l'expertise des parents, l'expertise parentale, ces programmes ont pour objectif un accompagnement le plus précoce et le plus adapté. Madame Bagdadli a démontré qu'ils déterminent une amélioration de la qualité de vie de l'enfant, mais aussi, et c'est le sujet de son intervention de ce matin, qu'ils permettent une amélioration parallèle de la qualité de vie des parents. Donc l'association l'As des As, avec le concours du Centre ressources autisme du Nord-Pas-de-Calais, vient de s'engager justement dans l'organisation de ce type de programme d'éducation thérapeutique, alors spécifique évidemment pour les troubles du spectre autistique, dans la région. Et donc nous serons particulièrement attentifs à sa présentation. Merci. Je ne sais pas si je peux prendre la parole. Oui, je peux prendre la parole? Oui, pardon. Allez-y, excusez-moi. Très bien, excusez-moi. Et donc, bonjour à tous, bonjour à toutes et merci très chaleureusement au comité d'organisation de cette nouvelle invitation. C'était déjà avec plaisir que j'avais participé à vos journées il y a maintenant quelques années. Et je vous remercie de m'avoir proposé d'intervenir autour d'un thème dont vous avez su dire à quel point il m'est cher, qui est de pouvoir contribuer à ma place avec mes moyens et les moyens surtout de l'ensemble de l'équipe avec laquelle je travaille au Centre de ressources autisme, dans le département de pédopsychiatrie et puis de façon plus large encore au Centre d'excellence sur l'autisme et les troubles neurodéveloppementaux, à l'amélioration de la qualité de vie des familles et pas seulement des parents d'ailleurs, dans le cadre du trouble du spectre de l'autisme, mais aussi maintenant dans le cadre des troubles du neurodéveloppement, puisque nous avons développé ce type de programme également dans le cadre du TDAH. Je vais vous rappeler, vous indiquer brièvement le plan de ma présentation pour les 3 quarts d'heure qui viennent. D'abord, je parlerai des concepts de qualité de vie et vous donnerai quelques définitions. Vous verrez qu'elles sont nombreuses. Ensuite, je vous propose d'évoquer quelques résultats au travers d'études de cohorte nationales que nous coordonnons à Montpellier, EPITED et ELENA.
et nous terminerons par la question des interventions pour une meilleure qualité de vie des familles. Et il n'y a pas de suspense, je vais vous parler notamment de l'éducation thérapeutique auprès des familles. Alors, commençons par des définitions et notamment celle du concept de qualité de vie, pour rappeler que ce concept de qualité de vie trouve peut-être ses origines dans celui de bonheur, être heureux, dont Aristote nous disait qu'il s'agissait d'un bien souverain. De manière peut-être un petit peu plus pragmatique, ce concept de qualité de vie est venu compléter le concept de santé, dont l'Organisation mondiale de la santé dans les années 40 indiquait qu'il recouvrait des dimensions nombreuses reliées au bien-être physique, mental et social, et pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité, j'utilise le terme qui était utilisé à l'époque. Et donc ce concept de qualité de vie est apparu quand même assez récemment, dans les années 70, avec l'évolution de la conception des soins dans nos pays industriels, où il ne suffit plus de traiter médicalement, mais aussi de permettre de vivre le mieux possible. Alors, la qualité de vie a des définitions multiples, dont celle-ci que je vous propose, le degré de satisfaction et de bonheur global ressenti par un individu dans sa vie. Ah, pardonnez-moi, donc vous voyez que les dimensions de la qualité de vie sont multiples. Elles concernent le bien-être émotionnel, le bien-être physique, le bien-être matériel, les relations interpersonnelles, l'inclusion sociale, l'autodétermination, le développement personnel. Donc, ces différentes dimensions peuvent être, par ailleurs, on va en discuter tout à l'heure au travers des résultats dans nos cohortes, elles peuvent être influencées par des facteurs qui vont moduler la qualité de vie et qui ont une fonction de médiateur ou de modérateur. Alors, la qualité de vie dans les sociétés industrialisées, je voulais juste vous dire, au-delà de la question des troubles neurodéveloppementaux et de manière plus précise de l'autisme, que la qualité de vie est devenue un indicateur économique et social dans nos pays, au même titre que le produit intérieur brut. Et elle est tellement importante qu'elle a été intégrée dans les années 90 par l'OMS dans sa définition plus récente de la santé. Et donc, elle est naturellement devenue un point de préoccupation très important des professionnels de santé, notamment en cas de maladie chronique ou de handicap, d'autant qu'aujourd'hui, l'espérance de vie s'allonge et que la qualité de vie est devenue aussi importante que la quantité de la vie. La qualité de vie des familles, c'est un concept encore plus récent que le concept de qualité de vie. La situation des familles étant surtout connue au travers de leur stress ou de leur satisfaction par rapport à une offre de services, d'intervention notamment. La définition de la qualité de vie familiale correspond au degré auquel sont assurés les besoins des membres d'une famille, la façon dont ils passent du temps ensemble et font des choses importantes pour eux. Et là aussi, la qualité de vie des familles est influencée par de nombreuses variables qui vont interagir entre elles, des variables liées à la famille elle-même, aux individus qui composent cette famille et à une dimension plus large qui concerne le réseau social. Alors, les aidants familiaux, vous le savez, dans le cadre des troubles neurodéveloppementaux et du trouble du spectre de l'autisme, la désinstitutionnalisation, l'inclusion, dont on peut se réjouir, ont quand même fait désormais reposer l'aide à la personne qui a des troubles neurodéveloppementaux ou d'autisme sur les familles, ce qui peut influencer la qualité de vie. Donc, bien sûr, donner des soins à un membre de sa famille, quelles que soient ses difficultés, peut favoriser, pour la personne qui donne cette aide, un sentiment de compétence, une image de soi très positive. Mais là où les difficultés apparaissent, c'est lorsque la demande d'aide perçue par l'aidant dépasse ses ressources internes, lorsqu'il ressent à ce moment-là du stress, de l'impuissance, de l'anxiété, voire de la dépression. Et on sait que le stress des aidants familiaux résulte également de l'incertitude sur les besoins de soins. On l'a entendu tout à l'heure au travers du témoignage audio de ce papa, de Tom, qui indiquait que lui-même et son épouse étaient inquiets de ne pas savoir quoi faire.
Donc l'incertitude sur les besoins de soins de la personne à aider, notamment autour de la période du diagnostic. Et vous verrez que notre offre d'éducation thérapeutique, nous l'avons d'abord mise en place autour de cette période particulièrement sensible du parcours de vie des familles. Alors, les aidants familiaux des personnes avec un trouble neurodéveloppemental, on sait qu'elles ont une qualité de vie qui est moins bonne qu'en population générale. Et la qualité de vie des familles est prédite par la sévérité des difficultés de la personne aidée. D'autre part, ce que rapportent les familles qui sont concernées par ces situations, c'est qu'elles rapportent une meilleure qualité de vie lorsque les accompagnements sont centrés sur une véritable évaluation de leurs besoins et de leurs attentes. Dans l'autisme, la question de la qualité de vie nous confronte à plusieurs challenges. Pourquoi ? Vous le savez, l'autisme est un syndrome qui est très fréquent, 1 à 2% de la population, très précoce, cela concerne des enfants, très chronique, cela concerne des enfants qui deviennent des adultes puis des personnes âgées, et puis parfois, et quel que soit le niveau intellectuel associé, il peut y avoir des tableaux très sévères chez les personnes qui ont un trouble du spectre de l'autisme. Et puis, même si, comme ça a été indiqué tout à l'heure, on peut se réjouir de l'amélioration du diagnostic, eh bien, les interventions proposées pour améliorer la qualité de vie des personnes qui ont de l'autisme et de leur famille, ces interventions gardent une efficacité qui est quand même relativement faible. D'autre part, dans l'autisme, on le sait, les familles sont extrêmement impliquées dans les soins, ce qui, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, va avoir un impact sur leur qualité de vie. Et dans plusieurs pays, les services spécialisés font de la qualité de vie des familles un indicateur de qualité de leur offre de services. Alors, dans l'autisme, on sait que les parents ont un niveau de stress qui est beaucoup plus élevé qu'en population générale, mais aussi qu'en population avec d'autres troubles neurodéveloppementaux, comme dans le X fragile ou la trisomie 21, ou des maladies chroniques. On sait également que les parents qui ont un enfant qui a de l'autisme vont rapporter beaucoup plus de troubles du sommeil, un sentiment de fatigue plus important. D'ailleurs, c'était tout à fait évocateur dans le témoignage qui nous a été présenté tout à l'heure. Davantage de plaintes somatiques et de détresse psychologique exprimées par les mères, selon quelques études. Ce résultat n'est pas répliqué par toutes les études. Et ce qui est intéressant à souligner, c'est que ce stress des parents va s'atténuer avec les progrès de l'enfant, ce qui veut dire qu'il faut à la fois intervenir auprès des parents, mais intervenir auprès des enfants avec des prises en charge de qualité. La qualité de vie des parents qui ont un enfant qui a de l'autisme, elle est diminuée par le stress dont je viens de vous parler. Elle est également plus faible, cette qualité de vie, que dans le cas de familles dont les enfants ont d'autres situations de handicap, par exemple des handicaps moteurs. Il semblerait également que cette qualité de vie soit moins bonne, et on va en discuter dans un moment au travers des résultats de la cohorte ELENA. Il semblerait que la qualité de vie des mères soit moins bonne que celle des pères, mais peut-être surtout parce qu'elles sont plus sollicitées dans les soins quotidiens à l'enfant. Les facteurs qui sont liés, dans ce qu'on sait de la littérature, à la qualité de vie des familles dans le TSA sont les suivantes. Je les ai regroupées par catégorie. Pour ce qui concerne les caractéristiques des enfants, la qualité de vie des familles est plus impactée négativement par la sévérité de l'autisme, par la sévérité des comportements problèmes et par l'association de troubles psychiatriques. Je pense en particulier aux troubles anxieux et au TDAH. Concernant les caractéristiques des parents, selon les études, il semblerait que le genre compte, puisque comme je l'ai évoqué il y a un moment, les mères auraient une qualité de vie moins bonne que les pères. Et puis le statut professionnel, ceci étant peut-être lié, puisque le fait de ne plus avoir de métier et donc de lieu d'investissement social également peut contribuer à dégrader davantage la qualité de vie. Et puis le reste à charge. Mais en même temps, quand on regarde la littérature, il y a surtout beaucoup d'inconnus parce qu'il y a beaucoup de variables qui ne sont pas étudiées, notamment celles qui concernent la prise en charge de l'enfant, enfant qui peut être un adolescent ou un adulte d'ailleurs, l'adhésion des parents à des associations, la formation, l'aide et la psychoéducation des parents, voire l'éducation thérapeutique.
Alors, ce sont des questions que nous nous posons depuis quelques années. D'abord, nous nous sommes posé ces questions de la qualité de vie des familles dans la cohorte épithète. Alors, la cohorte épithète, ça veut dire épidémiologie des troubles envahissants du développement. C'est une vieille cohorte qui a été mise en place dans les années 90. Initialement, il y avait plus de 300 enfants qui avaient été inclus dans cette cohorte. Et puis, au bout d'un suivi qui a duré 15 ans, il restait 106 personnes qui étaient devenues des adultes. Et nous avons examiné un certain nombre de paramètres, notamment la qualité de vie des parents, au moment de l'adolescence et au moment de l'âge adulte, en nous appuyant sur des auto-questionnaires, et notamment cet auto-questionnaire que je vais vous décrire en prenant un tout petit peu de temps, parce que je vais le réutiliser dans un moment pour la cohorte ELENA. Donc, part des écoles, c'est parents, Developmental Disabilities Quality of Life. C'est une échelle d'évaluation de l'impact des troubles d'un enfant, au sens du fils ou de la fille, sur la qualité de vie des familles, en particulier des parents. Nous nous sommes inspirés pour développer cette échelle d'une échelle qui évaluait la qualité de vie des parents dont l'enfant avait une maladie chronique somatique. Donc, nous avons fait d'abord un travail de validation de cette échelle en l'adaptant à une population de parents dont les enfants avaient des difficultés développementales et plus précisément de l'autisme. Et donc, vous voyez un exemple de questionnaire. Donc, les parents remplissent un questionnaire qui a cette forme-là et on leur dit actuellement, du fait des troubles de votre enfant, cochez la case qui correspond le mieux à votre situation. Vous faites du souci, pas du tout, un peu, moyennement, beaucoup, énormément. Et voilà, il y a 17 questions qui permettent ensuite de calculer 2 sous-scores. Un pour le score de qualité de vie émotionnelle et un pour le score de qualité de vie quotidienne, et puis un score global. Alors, dans les résultats de la cohorte épithète, nous avons observé que lorsque les parents nous donnaient leur point de vue concernant leurs adolescents avec de l'autisme, nous avons noté qu'il y avait un certain nombre de variables qui influençaient la qualité de vie des familles et qui concernaient la présence d'un retard adaptatif mesuré avec la Vineland plus important, mais aussi d'un retard de langage plus important, et également, et ça c'est un point qu'on retrouve dans la cohorte épithète, de troubles du comportement, en particulier de l'hyperactivité, et puis dans le cadre de la cohorte épithète, l'intensité des symptômes d'autisme. Quoi qu'il en soit, nous n'étions pas tout à fait satisfaits des résultats dans le cadre de la cohorte épithète, puisque, comme je viens de vous le dire, c'était une petite cohorte avec 100 personnes qui ont été, dont la qualité de vie des familles ont été investiguées. Et puis, c'est aussi une cohorte qui a été mise en place dans les années 90, et donc le diagnostic de l'autisme à l'époque se concentrait sur les enfants qui avaient les formes les plus sévères et avec l'association de troubles du développement de l'intelligence les plus importants. Donc, on avait peu d'enfants qui avaient été inclus avec des tableaux équivalents au syndrome d'Asperger. Donc, ces résultats ne pouvaient pas être généralisés. Donc, dans une cohorte suivante qui s'appelle la cohorte ELENA, qui se poursuit, qui est une cohorte prospective sur 6 ans, multicentrique, avec les centres qui sont présentés sur cette diapositive. Donc, c'est une cohorte qui a permis d'inclure initialement 900 enfants. Il y en a 889 qui continuent d'être suivis. Au moment de l'inclusion, ils avaient entre 2 ans et 16 ans, et ils avaient un diagnostic formalisé, diagnostic multidisciplinaire de troubles du spectre de l'autisme. Et l'objectif général est d'identifier les trajectoires évolutives et d'étudier les facteurs pronostiques. Je remercie très sincèrement, très chaleureusement les familles qui participent à cette cohorte, parce qu'elles nous ont aidés à développer un projet de qualité qui donne lieu à beaucoup de publications et qui donne lieu aussi, à mon sens, à une amélioration des pratiques d'accompagnement des enfants et des familles. Si vous êtes intéressés, vous pouvez consulter le site internet de la cohorte. Alors, concernant la qualité de vie, puisque la cohorte porte sur des dimensions très nombreuses et pas seulement la qualité de vie des familles. Donc, 2 exemples d'articles que vous pouvez également consulter via, je pense, la documentation du Centre de ressources autisme de Lille. Un article que nous avons publié avec Christelle Vernet, que vous voyez sur cette diapositive, et qui concernait la perception des parents de l'impact de l'autisme sur leur qualité de vie. Et nous avons surtout effectué une comparaison entre les pères et les mères.
puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans la littérature, il n'est pas évident de savoir si ce sont les mères qui ont une qualité de vie la plus dégradée, et si oui, pourquoi. Et puis, nous avons fait plus récemment, nous avons publié dans le Journal of Autism and Developmental Disorders une étude sur l'effet dyadique du coping perçu par les parents en termes de répercussions des troubles de leur enfant qui a un diagnostic d'autisme. Alors, je vais vous parler surtout des résultats du premier papier. Voici comment ce papier se fonde sur l'étude suivante. Il y a eu 260 parents qui avaient rempli tous les items du questionnaire dont je vous ai parlé tout à l'heure par des écoles. Cela fait 130 binômes père-mère sur les 889 enfants de la cohorte Elena. Le but de cet article était de comparer la qualité de vie des pères et des mères et d'étudier les facteurs associés à un impact plus grand des troubles de l'enfant sur la qualité de vie des deux parents. Vous voyez que dans la cohorte Elena, nous avons recueilli beaucoup de variables, beaucoup de facteurs liés aux caractéristiques de l'enfant, comme son niveau socio-adaptatif, son niveau cognitif, sa symptomatologie, ses comorbidités, ses particularités sensorielles, les comportements problèmes, mais aussi liés aux caractéristiques des parents, leur niveau de stress, leur coping, leur stratégie de coping, c'est-à-dire leur capacité à faire face aux difficultés de leur enfant, et puis des données sociodémographiques. Et puis, donc nous avons utilisé par des écoles, je ne vais pas y revenir puisque je l'ai décrite précédemment, des questionnaires sociodémographiques et de prise en charge. Pour étudier les comorbidités, nous avons utilisé 2 questionnaires qui sont le Child Behavior Checklist, qui est un questionnaire parental qui porte sur les comorbidités psychiatriques, notamment les troubles internalisés, c'est-à-dire les troubles anxieux, les troubles externalisés, l'hyperactivité. Et puis, nous avons utilisé un autre questionnaire qui s'appelle l'Aberrant Behavior Checklist, qui permet d'évaluer les comportements problèmes et qui est souvent utilisé dans les études qui portent sur des populations d'enfants qui ont des troubles neurodéveloppementaux. Alors, les résultats, je vais les décrire brièvement parce qu'il faut nous laisser du temps pour la discussion. Lorsque nous avons comparé les résultats des pères et des mères concernant l'impact des troubles du développement de leur enfant sur la qualité de vie telle qu'eux pouvaient l'apercevoir, telle qu'eux pouvaient l'évaluer, eh bien, on a observé que l'impact était beaucoup plus grand, quel que soit le score examiné, chez les mères que chez les pères. Et donc, dans la discussion que nous avons eue dans cet article, nous avons quand même rappelé que c'est un résultat qu'on retrouve en population générale, c'est-à-dire que quand on regarde la qualité de vie des pères et des mères des enfants tout venant, on se rend compte que les mères décrivent une moindre qualité de vie par rapport aux pères, et donc ce résultat, nous l'avons interprété comme le fait que les mères sont souvent le principal aidant de l'enfant. Et je vous donne comme illustration, et d'ailleurs c'était très intéressant dans la présentation tout à l'heure au sujet du papa de Tom, qui évoquait que lui travaillait beaucoup et que sa femme avait arrêté de travailler. Nous, c'est un résultat que nous avons retrouvé dans la cohorte Elena. Il y a beaucoup plus de mères qui arrêtent ou réduisent leur travail. Vous voyez, 64% des mères arrêtent de travailler versus 5% des pères, et 35% des mères réduisent leur activité professionnelle pour se consacrer à leur enfant versus 5%. Donc, il y a probablement une réflexion à avoir, non pas tant en fonction du genre, une femme ou un homme, mais en fonction de celui qui va consacrer le plus de temps à aider l'enfant. Dans nos autres résultats, je vous ai dit que nous nous sommes intéressés à étudier les liens entre un impact plus ou moins grand des troubles sur la qualité de vie de l'enfant et puis tout un tas de variables que nous avons utilisées dans nos analyses de régression multiple. Alors, premier résultat, nous n'avons pas trouvé d'impact de l'âge de l'enfant ni de la sévérité du TSA mesuré avec des outils comme la DOS, ni non plus du quotient intellectuel. Qu'il ait ou pas de retard intellectuel associé, cela n'avait pas d'impact sur la perception que rapportaient les parents d'un impact plus ou moins important sur leur qualité de vie. En revanche, ce qui intervenait beaucoup, eh bien, c'était les troubles du comportement. C'est-à-dire que les parents décrivaient un impact beaucoup plus grand des troubles de l'enfant sur la dégradation de la qualité de vie lorsque l'enfant présentait des troubles du comportement à type d'opposition ou d'agitation. Également, ce que nous avons observé, c'est que
selon que ce soit le papa ou la maman, les comorbidités qui avaient le plus d'impact n'étaient pas exactement les mêmes. Les pères décrivaient que c'était plutôt l'agitation, l'opposition, et les mamans plutôt les troubles anxieux. Et puis un autre résultat intéressant que vous voyez là concerne le fait que, alors ça c'est quelque chose qui nous a troublés et dont nous avons discuté, que nous avons discuté dans notre article, c'est que les parents faisant partie d'associations, en particulier les pères, et les parents ayant bénéficié de formations sur l'autisme, en particulier les mères, décrivaient un impact plus grand des troubles de leur enfant sur la qualité de vie. Et là, notre hypothèse est que ces enfants sont peut-être des enfants avec plus de comorbidité. C'est-à-dire que peut-être ce qui a poussé les parents, on n'avait pas de moyen de le vérifier dans cette étude-là, à adhérer à une association était qu'ils avaient des enfants avec plus de comorbidité et qu'ils cherchaient des solutions, un peu comme le papa de Tom l'évoquait tout à l'heure, des solutions pour faire face à ces difficultés. Mais une autre interprétation est que peut-être ces parents, en ayant participé à ces formations, à ces groupes de parole dans les associations, avaient une perception plus précise des difficultés et ont mesuré de manière différente l'impact par rapport à des parents qui ne participaient pas à ce genre de groupe. Alors, finalement, une petite synthèse, là il y a une petite erreur, je vous prie de m'excuser, j'ai mis retard adaptatif, c'est une erreur. Donc les facteurs qui interviennent dans la qualité de vie des parents sont les troubles externalisés, internalisés, le fait d'avoir été formé, le fait d'avoir participé à une association, mais vous voyez ici que ces facteurs n'expliquent que très peu de la variance de la qualité de vie des familles. Et donc, dans d'autres articles, mais je n'ai pas le temps de vous en parler maintenant, nous nous sommes intéressés aux facteurs qui pouvaient contribuer à augmenter le rôle de tous ces facteurs dont nous avons discuté ou à les modérer. Et nous avons publié dans le deuxième papier dont je vous ai parlé avec Leïla Drier, un papier qui est sorti il y a 2-3 mois, nous avons remarqué que la façon dont les parents allaient mobiliser leur comportement, leur cognition pour faire face aux difficultés de l'enfant, allait avoir un impact, allait modérer ou augmenter l'impact des troubles sur la qualité de vie. Et ça, pour nous, ça a été très intéressant en termes de stratégie à enseigner aux parents dans le cadre de nos groupes d'éducation dits thérapeutiques. Et puis, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait un impact réciproque dans les couples de parents du mode de coping utilisé par les mères. C'est-à-dire que la façon dont une mère va pouvoir mobiliser ses ressources internes ou pas, eh bien, ça va avoir un impact sur le papa et réciproquement. Alors, quelles implications pour favoriser la qualité de vie dans l'autisme? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut proposer aux familles un accompagnement centré sur leurs besoins et attentes, sur leurs besoins éducatifs et émotionnels. Cela suppose de l'évaluer, d'en discuter avec eux de manière approfondie et personnalisée. Adapter cet accompagnement aux caractéristiques des enfants. Et on a vu que les problèmes qui impactaient fortement la qualité de vie des parents étaient les troubles du comportement et les comorbidités psychiatriques, l'anxiété, l'hyperactivité. Troisième point, individualiser le soutien aux mères ou en tout cas aux parents qui est le plus impliqué dans les soins. Et puis intégrer aux programmes éducatifs parentaux l'enseignement des stratégies de coping efficientes, parce que dans les stratégies de coping, il y a celles qui sont centrées sur la résolution de problèmes, qui sont plus cognitives, intellectuelles, basées sur un apprentissage, et celles qui sont plus basées sur une tentative de gérer au mieux les émotions. Il ne faut pas les opposer, c'est complémentaire. Parfois, on n'a pas le choix, on n'a pas de stratégie cognitive pour faire face à un problème, mais parfois, on peut, notamment dans le cadre des troubles du comportement, on peut, par l'intermédiaire de stratégies éducatives, faire face de manière plus efficace. Alors, c'est dans ce cadre-là que nous proposons des groupes pour les parents. Et donc, quelques points clés sur les besoins de notre point de vue, besoins éducatifs des parents, et ce sera utile pour en discuter. Les parents ressentent une meilleure qualité de vie quand les services se centrent sur l'évaluation de leurs besoins. Donc, ça veut dire qu'il faut les évaluer, il faut les écouter. Les interventions précoces sont plus efficaces quand les parents et les professionnels regardent dans la même direction, si j'ose dire, c'est-à-dire utilisent les mêmes stratégies, ce qui souligne l'intérêt
de la guidance interactive, de la formation des parents. Les parents, ils ont besoin de conseils, d'aide émotionnelle et matérielle et d'échanger avec d'autres parents. C'est ce qui a été évoqué tout à l'heure dans la vignette avec la situation des parents de Tom. Et quand ils sont accompagnés à des étapes sensibles, et notamment l'étape de l'annonce du diagnostic, ce n'est pas la seule étape sensible, hein, on pourrait parler aussi de la transition entre l'adolescence et l'âge adulte, etc. Eh bien, la perception qu'ont les parents et les familles de la situation et leur engagement dans les soins sont améliorés. Et donc, c'est autour de ces principes et peut-être même de ces valeurs qu'il y a 10 ans maintenant, nous avons proposé les premiers programmes qui étaient déjà des programmes d'éducation thérapeutique. On ne les avait pas qualifiés comme ça parce que le terme ne plaisait pas trop, il n'était pas à la mode. Et notre objectif était en tout cas de proposer un programme éducatif adapté aux besoins et attentes des parents. D'ailleurs, nous avions fondé ces programmes en lien avec des associations de parents, et puis aussi fondé sur l'état des connaissances. Et notre but, c'était de donner aux parents des informations sur l'autisme, sur les adaptations au quotidien, les techniques pour faciliter la communication avec leur enfant, etc. Et puis leur permettre aussi d'échanger avec d'autres familles qui vivent les mêmes difficultés. Donc, nous avons structuré ce programme qui continue dans le service et dont vous avez eu la gentillesse de rappeler qu'il avait été publié dans cet ouvrage, dont je tiens à dire que nous avons donné les droits à une association de parents. Les droits d'auteur, donc structuré sous forme d'éducation thérapeutique, 5 sessions d'une journée, c'était le samedi, gratuit au sens pris en charge sur les frais de structure du centre de ressources autisme, une fois par mois pendant 5 mois, 7 familles, surtout les parents, mais parfois il y a des grands-parents, des familles domiciliées en Languedoc-Roussillon, et puis animées par 2 spécialistes de l'autisme et de l'ETP avec la formation aux 40 heures de base à l'ETP. Alors, l'ETP, juste pour ceux qui ne connaissent pas, le but, c'est vraiment l'empowerment, hein, c'est l'autodétermination. Et nous, notre but, c'est que les parents puissent être au maximum acteurs de la santé, la leur et puis celle de leurs proches, de leur fils ou leur fille, en s'impliquant dans la prise en charge, puisque de toute façon, on l'a vu, ils vont s'impliquer dans cette prise en charge. Donc, c'est une approche pluridisciplinaire, personnalisée, et les objectifs sont à différents niveaux. C'est cognitif, c'est connaître les difficultés de l'enfant et comment l'aider, comportemental, s'adapter au fonctionnement de son enfant. Et donc, vous voyez qu'il y a là une relation avec ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au fait de mobiliser des stratégies de coping basées sur la résolution de problèmes. Et puis, psycho-affectif, ressentir moins de stress et améliorer sa qualité de vie. Et donc, les objectifs spécifiques, c'est propre à chaque participant. Donc, il y a des objectifs pour tout le monde. Et puis, il y a des objectifs propres à chacun qu'on va adapter aux résultats du bilan éducatif partagé que nous, on présente comme ça. Donc, on pose, c'est un des soignants, soit une infirmière, soit une puéricultrice, soit un psychologue, soit un médecin qui fait ce bilan éducatif partagé. On demande aux parents d'évoquer le diagnostic, l'âge du diagnostic, ce qu'ils connaissent du trouble, ce qu'ils connaissent de la prise en charge, de nous parler de leurs préoccupations, d'évoquer les problèmes somatiques ou associés, les troubles du comportement, la communication de l'enfant, son niveau de langage, les outils de communication spécifiques, et puis ce qu'ils attendent précisément de ce programme tel qu'on peut le leur proposer. Donc, vous voyez, les sessions, les 5 sessions, ce sont des grandes thématiques qui s'adaptent pour être personnalisées au groupe et à chaque famille. Il y a une session qui porte sur l'état des connaissances sur le TSA et les prises en charge du TSA, une autre session qui va porter sur les outils de communication, les supports visuels et les méthodes comportementales, une 3e session qui porte sur les troubles fonctionnels et l'autonomie de l'enfant, une 4e session qui porte sur les soins somatiques, les troubles du comportement, et une dernière session qui porte sur les ressources. En général, chaque journée est décomposée en 2 parties. Il y a une partie théorique, un peu comme une conférence, avec des discussions, et puis il y a une partie très pratique, appliquée, avec aussi des sortes de tâches à faire à domicile, avec la possibilité de contacter les animateurs et de vérifier qu'on a bien progressé aussi dans son apprentissage. On fait intervenir, bien entendu, au-delà des 2 animateurs qui sont des puéricultrices ou des psychologues, on fait intervenir des médecins, des assistants sociaux, etc., en fonction des thématiques. Donc voilà le déroulé type d'une session. Le matin, on accueille des familles, on présente le déroulé de la journée, des thèmes abordés, on fait le point par rapport à ce qui s'est passé depuis la dernière session. Il y a un intervenant extérieur qui va proposer un exposé théorique, des échanges, et puis l'après-midi, on est plutôt sur des ateliers pratiques.
Alors, je ne vais pas développer plus ces ateliers. Peut-être que le plus simple, c'est d'en discuter. Mais je vous propose, puisque nous sommes samedi et que lundi est bientôt, que vous emportiez quelques messages pour lundi. Le premier point est que la qualité de vie des familles, j'ai essayé de l'indiquer tout à l'heure, est déterminée par des dimensions individuelles, familiales, sociales, et qu'il nous faut, dans des travaux qui doivent se poursuivre, mieux comprendre ces dimensions et leur impact sur la qualité de vie, parce que dans l'autisme, il n'y a pas encore beaucoup de publications sur la qualité de vie des parents, sur la qualité de vie des familles, et peut-être encore moins sur la qualité de vie des fratries, d'ailleurs, au passage. Deuxième point, l'amélioration de la qualité de vie des familles doit devenir un indicateur de la qualité de l'accompagnement. Et cela veut dire que c'est basé sur une collaboration étroite entre les structures et services qui proposent une offre d'accompagnement et les familles, et ça suppose une évaluation des besoins et des attentes des familles. Et probablement que nous avons des progrès à faire sur une culture professionnelle dans laquelle l'aide est centrée sur les besoins des familles. Et peut-être qu'une incitation pourrait être, via les agences régionales de santé, qu'il y ait des crédits fléchés pour des dispositifs innovants qui développeraient une telle culture professionnelle. Et puis alors, l'éducation thérapeutique des familles, c'est un modèle auquel j'adhère depuis longtemps, que j'ai développé avec l'équipe de Montpellier dans le cadre de l'aide aux aidants, comme je vous le disais, il y a déjà plusieurs années, et qu'on a vraiment généralisé dans le cadre d'autres troubles neurodéveloppementaux. J'ai évoqué le TDAH. D'ailleurs, bientôt, chez Duno, nous allons publier un ouvrage sur l'éducation thérapeutique dans le TDAH, parce que c'est un modèle qui peut s'adapter à beaucoup de situations et aux besoins, j'allais dire, dans la vraie vie, et qui s'est beaucoup inspiré de notre culture en thérapie cognitive et comportementale à Montpellier. Donc, c'est un modèle pertinent parce qu'il est centré, comme cela est nécessaire, sur l'évaluation des besoins des familles dans plusieurs dimensions. Il me reste à vous dire merci en plusieurs langues grâce à cette diapositive. Merci de votre attention. Et puis donc, je suis bien sûr à votre écoute pour des questions. Bien, merci beaucoup. Alors, merci, oui, pour ces ateliers d'éducation thérapeutique qui sont très prometteurs et qui fonctionnent déjà aussi depuis plus longtemps, je pense, pour des pathologies comme le diabète et des choses comme ça. Et donc, qui sont effectivement, qui semblent être tout à fait applicables pour nous. Alors, qui aurait une question? Voilà, madame là-bas. Est-ce qu'on peut donner un micro? Bonjour. Je voudrais savoir si vous avez connaissance d'études concernant l'impact des catégories socio-professionnelles sur l'acceptation et sur la qualité de vie des parents d'enfants autistes, s'il vous plaît. Alors non, et d'ailleurs c'est une variable que nous avons étudiée dans nos travaux. Et l'impact de la qualité de la CSP, de la catégorie socio-économique, a été étudié, mais n'intervient pas. En revanche, ce qui intervient, c'est le fait d'avoir un exercice professionnel. Et c'est en cela que je disais tout à l'heure que ça apparaît pour les parents comme aussi un lieu d'investissement social et puis d'épanouissement social, et pas simplement de gain en termes de revenus. Une question à gauche. Du coup, je parle. Allez-y. Oui, madame, oui. Est-ce que vous... Si ça passe.
Oui, bonjour. J'ai bien noté, j'ai bien apprécié votre présentation et effectivement l'impact de l'éducation thérapeutique. Mais il y a un point qui me surprend un petit peu, c'est que finalement, vous citez en début de présentation qu'il y a également, dans le cadre de la fatigue et du stress, les problématiques des besoins matériels et puis également la satisfaction, la réalisation personnelle. Et ce que je constate finalement, c'est que la réponse qui est apportée actuellement, c'est l'éducation thérapeutique auprès des familles. L'impact auprès des frères et des sœurs sur la vie quotidienne, effectivement, n'est pas abordé du point de vue de l'accompagnement des fratries pour pouvoir elles-mêmes pour pouvoir répondre aux besoins des frères et des sœurs, y compris en termes de temps des parents, en termes matériels, puisque finalement toute l'organisation familiale va tourner autour de l'enfant autiste. Également, finalement, facteur de stress, il y en a un qui est réel pour moi, c'est qu'on parle beaucoup de réduction d'activité de la mère, enfin des parents de manière générale et surtout de la mère, mais c'est un impact réel financier. Et quand les ressources de la famille sont diminuées alors qu'on a des frais importants en termes de rééducation, puisque beaucoup de suivis reposent sur des suivis en libéraux, pour moi c'est un réel facteur de stress. Quand on est rendu à se dire est-ce qu'il faut payer des suivis aux enfants ou des études aux frères et sœurs, c'est un réel facteur de stress. Et également la réalisation familiale. Ça signifie concrètement qu'actuellement, moi, la solution qui m'a apportée, c'est de réduire mon activité professionnelle en ayant également des ressources réduites pour la famille et en ayant un impact réel sur ma retraite, puisque je vais pouvoir faire une croix sur une partie de ma retraite. Et puis également, ça signifie qu'on m'interdit finalement quelque part de pouvoir envisager des évolutions professionnelles et ce facteur important de réalisation personnelle, dans ces cas-là, est totalement supprimé. Il n'y a aucune aide apportée par rapport au trajet à réaliser pour les différents suivis, à l'accompagnement également scolaire de l'enfant autiste. On sait que les enfants réussissent quand ils sont correctement suivis. Pour pouvoir suivre son enfant, il faut pouvoir se rendre disponible. Donc, il ne faut pas avoir une activité professionnelle intense. Et donc, dans ces cas-là, on réduit les moyens financiers. Donc, on ne peut pas payer quelqu'un. Et puis, c'est le chat qui se mord la queue. Et finalement, l'aide qui est apportée, c'est l'éducation thérapeutique. Donc, effectivement, réduire les troubles du comportement, c'est une nécessité. Pour moi, c'est la première étape. Pouvoir améliorer les conditions de vie au quotidien qu'un enfant qui est plus simple à gérer, c'est évident que c'était mon premier souhait. Mais quelque part aussi, finalement, mon besoin en tant que parent, c'est de pouvoir vivre autre chose que l'autisme au quotidien. Et ça passe par des aides qui ne sont pas lutter face à la MDPH pour faire reconnaître le handicap de mon enfant et me libérer en permanence, organiser ma structure familiale en fonction des besoins de mon enfant. Et actuellement, je n'ai aucune réponse possible autre que de sacrifier ma propre activité et également les frères et sœurs. Merci, madame, pour votre... Avant de répondre, madame Magdali, est-ce que vous pourriez passer en plein écran sur la technique qui me signale ça? Oui. Comme ça, votre réponse sera plus conviviale. Oui, bien sûr, et moi aussi, ça m'aiderait bien, mais je n'arrive pas à passer en plein écran. C'est ce que j'essaie de faire depuis... Ah ben tant pis, alors c'est pas grave. Non, mais il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas. Mais j'ai arrêté d'essayer parce que j'ai redouté de... Oui, bien sûr. Bon, alors... Je ne sais pas pourquoi, j'ai pas la proposition passée... Ah, bon, mais là maintenant, je vous vois encore moins. Bon, bon, je suis désolée. Bon, le mieux est l'ennemi du bien. Oui. Bon, en tout cas, je remercie madame et lui dire que je suis complètement d'accord avec... Enfin, je comprends tout à fait, je suis complètement d'accord avec ses remarques. Mon propos n'était pas de dire que l'éducation thérapeutique était l'alpha et l'oméga de toute aide aux parents. Je dis juste que c'est une aide qui peut contribuer à améliorer la qualité de vie. Je vois plus madame, bon, la qualité de vie des familles. Ça, c'est évident. Et tout votre propos sur la perte de revenus, la perte aussi de possibilités de progression au niveau social, professionnel, etc. Moi, j'entends, je comprends, je suis complètement d'accord avec vous. Donc, d'abord, première précision, l'éducation thérapeutique, c'est pas tout, c'est une partie de la solution, à mon avis, au problème. Et le volet social et financier est extrêmement important. Et vous avez évoqué les MDPH. C'est un des volets d'action, certainement. Après, vous avez évoqué la question des fratries. Ça me permet aussi d'indiquer que dans notre programme, il y a une journée, une session qui est consacrée aux fratries.
Bon, donc comme je suis passée un petit peu vite sur la description du programme, je ne l'ai pas évoqué, mais donc nous avons ce souci pour les fratries. Et ensuite, concernant le fait que les études ne retrouvent pas d'impact de la perte de revenus sur la qualité de vie des familles, encore une fois, je dis c'est une étude, on n'est pas dans une étude en population générale, on est dans une étude avec les limites de recueil liées à ce type de variables. Et probablement, alors dans Epithète, c'était certain, dans Helena, on est en train de travailler avec une équipe qui se trouve au Canada pour avoir une variable socio-économique qui soit la plus pertinente pour mesurer tous ces aspects de perte de revenus. Bon, mais vous savez que c'est un peu difficile dans les études épidémiologiques de demander en France le niveau de revenus, la perte de revenus, etc. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas pu travailler vraiment sur ces données-là. Donc le fait de ne pas avoir de résultats, ça ne veut pas dire que cette variable n'a pas d'impact sur la qualité de vie. Je ne sais pas si madame, si c'est madame que je vois. Non, peut-être pas. Vous voulez poursuivre vos questions? Il n'y a plus de micro aussi, madame. Alors, on va prendre une autre question. Oui, bonjour. Je voulais demander si vous pouviez préciser la notion de coping et aussi pouvoir nous expliquer pourquoi ce terme n'est pas traduit. Oui, vous avez raison. Coping, c'est la capacité à faire face. Vous avez raison. Le mieux, ça serait de le traduire de la même manière que empowerment pour autodétermination, c'est pas exactement pareil. Donc le coping, c'est la capacité à mobiliser dans son comportement, du point de vue de ses cognitions, de son comportement, de ses émotions. C'est la capacité à faire face à un problème. Alors, ce n'est pas forcément que dans l'autisme ou dans les troubles du développement ou les situations de handicap qu'on a à mobiliser des copings. C'est quand on est face à une difficulté dans sa vie, on va mobiliser tout un tas de stratégies pour faire face à ces difficultés. Et ces stratégies, elles sont soit centrées, donc d'un point de vue théorique, elles sont soit centrées sur un problème, donc orienté vers une tâche. Donc le but, ça va être d'essayer de diminuer l'élément, de limiter l'élément qui contribue au problème. Donc par exemple, dans le cadre des troubles du comportement, ma qualité de vie est dégradée par le fait que mon enfant a de gros problèmes d'opposition. Eh bien, par des stratégies éducatives, je vais trouver des solutions dans mon environnement familial, en collaboration avec des professionnels de l'éducation pour réduire ces problèmes comportementaux qui sont source de stress et de moindre qualité de vie. Donc on distingue le coping centré sur le problème et puis le coping dont on dit qu'il est centré sur l'émotion et qui consiste à essayer de mieux gérer ses émotions pour ressentir moins de stress et d'anxiété. Alors après, la question pourquoi c'est pas traduit, c'est que dans la littérature, même dans la littérature française, c'est le terme de coping qui est utilisé. Donc si on devait lui trouver une formulation, un mot en français, j'aurais pas un mot simple, ça serait capacité à faire face aux problèmes. Bonjour, merci à vous et merci surtout pour les témoignages précédents qui reflètent exactement ce que je vis moi aussi en tant que mère d'un jeune autiste. Il est très compliqué quand on est mère d'un jeune autiste d'exercer à la fois le métier d'aidant, qui n'est absolument pas reconnu en France, et notre métier tout court. Donc on ne peut pas se diviser. Et ça, c'est difficilement compréhensible pour l'entourage. Je voulais savoir, dans le cas des familles monoparentales, donc les mères qui se retrouvent seules du jour au lendemain, comment est-ce qu'elles peuvent faire pour travailler 2 fois plus à la maison et 2 fois plus au travail? Merci.
personnellement, je n'ai pas de réponse. Et en revanche, c'est un point sur lequel, comme vous, j'essaie d'attirer l'attention. Et c'est pour ça que dans nos travaux, nous avons bien souligné que les mères, parce qu'elles ont cette double occupation, hein, la nécessité d'un investissement professionnel, j'allais dire, comme tout le monde, et la nécessité d'un investissement très très fort en tant qu'aidant, même quand il y a le papa à côté, rend particulièrement compliqué la vie quotidienne des mères. Donc je n'ai pas de réponse toute faite. Je crois que la réponse, c'est un ensemble de réponses de nature sociale, probablement aussi politique, mais aussi éducative. D'autres questions? Non. Une question de Monsieur Masson. Bonjour, rebonjour à Maria. Est-ce que tu as pu étudier aussi quel était l'effet des liens de la sphère élargie de la famille, c'est-à-dire les grands-parents et les oncles, les tantes, etc. Est-ce que c'est l'impact que ça peut avoir sur la qualité de vie des parents? Alors, ma réponse, elle va être à deux niveaux. Il y a les études que je mène dans le cadre de travaux de cohorte et qui ont comme limite celle des variables collectées. Et ce type de variable n'a pas été collecté ni dans Épithète, ni dans Helena, puisque je rappelle que ce sont des cohortes épithébiologiques et que l'objectif principal n'était pas d'étudier la qualité de vie. Nous avons étudié la qualité de vie parmi les objectifs secondaires nombreux, qui sont aussi d'étudier l'impact de l'exposition à l'environnement, etc. Donc, dans le cadre des cohortes, Épithète et Helena, je ne peux pas répondre à ta question. En revanche, dans le cadre, j'allais dire, de ma pratique de médecin qui accompagne des familles, dans le cadre des groupes d'éducation thérapeutique ou dans le cadre d'autres types de prise en charge, oui, la présence d'un environnement familial élargi et soutenant, parce que parfois cet environnement n'est pas toujours soutenant, dans tous les cas, comme pour toutes les autres familles, peut contribuer à soulager les parents d'une partie de la charge éducative, avoir du temps pour un investissement personnel, pour des temps de loisirs, parce que beaucoup de parents nous le disent, hein, on le voit bien, n'ont plus de temps pour des loisirs, pour s'investir personnellement dans d'autres actions. Et donc là, sur ce plan-là, oui, je peux dire que ça peut avoir un rôle. Après, le confirmer du point de vue des résultats de recherche et notamment de travaux de cohorte, là, je ne peux pas te le dire puisque ce n'est pas quelque chose qui a été étudié spécifiquement. Mais peut-être, Olivier, peut-être que toi, on peut peut-être partager cette expérience qu'on a de part et d'autre, que tu as eu, toi, que tu as dans le cadre associatif aujourd'hui et que tu as eu en tant que responsable du CRA il y a quelques années. Oui, je vais travailler sur mes souvenirs plus que sur une pratique actuelle, mais oui, en effet, je confirme que les témoignages des familles qui ont du soutien vont dans ce sens-là, mais surtout ce qui nous paraissait important, c'est de pouvoir associer la famille élargie aux offres d'accompagnement de type formation, etc. Et peut-être à l'éducation thérapeutique aussi. Elles peuvent avoir une place intéressante parce que ça va les soutenir aussi pour soutenir les familles. C'est-à-dire c'est un effet de cascade, hein, voilà. ou de cercle vertueux. Hein, voilà. Oui, oui. Alors, nous, on pose la question aux parents. On leur demande si c'est ce qu'ils souhaitent. Et parfois, les parents le souhaitent et parfois, ils ne souhaitent pas que la famille élargie soit associée à ce temps-là. Mais comme je l'évoquais tout à l'heure, parfois, nous avons les grands-parents, une maman avec les grands-parents et le papa n'est pas présent. Parfois, c'est toute la famille qui est présente et parfois, ce sont uniquement les parents. Et puis le plus souvent, ce sont surtout les mères qui participent à nos groupes d'éducation thérapeutique.
Donc je pense que Y a-t-il d'autres questions? Sinon, je voudrais dire quand même que donc, ces programmes d'éducation thérapeutique, en fait, je pense qu'on peut espérer une harmonisation des interventions et une harmonisation de l'appréciation des problèmes par les parents et par l'environnement, la fratrie aussi. Et je pense que ça va dans le sens d'une simplification et d'une optimisation des résultats. Et donc, je pense que tout le monde a gagné. Il y a d'abord peut-être effectivement la mère débordée, et puis toute la famille, et bien sûr d'abord la personne présentant un autisme. En tout cas, merci beaucoup de votre énergie et de l'apport avec cette orientation scientifique qui fait que le discours est effectivement beaucoup plus précis et donc évidemment porteur de progrès. Merci beaucoup. Et Merci. ce que je propose à ceux qui sont intéressés, c'est de regarder le site de la cohorte ELENA. Il suffit de taper sur Google cohorte ELENA, CHU de Montpellier. Et il y a beaucoup de références d'articles. Il y a peut-être le dernier bulletin qui est adressé aux familles participantes. Voilà. Ils sont écrits aussi en français? Alors, la plupart des articles sont en anglais, comme le veulent les contraintes scientifiques actuelles. En revanche, nous faisons des bulletins pour les familles, bien sûr, en français. Et si vous allez sur le site du Centre d'excellence sur l'autisme de Montpellier, qui s'appelle le CEAND, C-E-A-N-D, nous faisons des articles de vulgarisation, des petits bulletins. Alors, pas seulement sur l'autisme, mais aussi sur l'autisme. Et donc là, bien entendu, c'est en français et pour un public qui n'est pas forcément un public de scientifiques. Ouais, Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, merci à tous et très bonne fin de matinée.